Concernant donc le regard croisé, donc c'est un focus sur l'emploi et l'export. Nous venons d'avoir donc les chiffres de l'emploi en France. Et solutions de production d'énergie renouvelable, fiable et compétitive. Donc les énergies marines renouvelables génèrent de l'emploi. Giles Dixon, vous êtes le directeur général de Wind Europe. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Wind Europe, vous êtes la voix de la filière éolien en Europe. Vous avez 400 membres répartis dans 35 pays. Et vous et vos équipes dressez aussi chaque année un bilan, comme vient de le faire Marie-Noëlle Tinet-Dièvre, un bilan de l'éolien en Europe avec les puissances raccordées, avec les principales entreprises, un bilan qui est vraiment très bien détaillé. Alors, juste avant d'aller plus loin dans la conversation, pour avoir un élément de comparaison, 2000 emplois dans la filière éolien en mer, enfin, énergie marine renouvelable, tout confondu en France, et en Europe, dans l'éolien en mer, on est à combien d'emplois ? Merci beaucoup pour la question. Bonjour mesdames, messieurs. Oui, nous faisons un bilan à Wind Europe tous les ans de l'activité dans le secteur au niveau européen. Malheureusement, nous ne faisons pas tous les ans un bilan de l'emploi dans le secteur. La dernière fois que nous l'avons fait, ce fut il y a 3 ans, et c'était 40 000. Nous sommes en train de le refaire cette année. Nous allons publier les résultats à notre événement biennial pour l'éolien offshore qui va avoir lieu à Copenhague le 26, 27, 28 de novembre cette année. Grand foire, grande conférence, et nous allons publier les nouveaux chiffres pour l'emploi en Europe. Je constate néanmoins qu'on vient de publier une étude en Allemagne qui constate que les Allemands ont 24 000 emplois dans le secteur offshore. Vous allez nous expliquer dans un instant, Maf, que vous avez 13 000 au Royaume-Uni. Les Polonais, dans le chaîne d'approvisionnement, les fondations, les crues et tout ça, ils ont déjà 8 000. Donc, j'imagine que notre nouveau calcul pour les emplois européens sera bien au-delà de 40 000. Très bien, merci Giles. Et justement, pour continuer avec vous, vous qui sillonnez l'Europe, vous êtes de tous les meetings sur l'éolien, infatigable défenseur de l'éolien, et vous avez dit récemment avoir été marqué par la transformation de la ville de Hull au Royaume-Uni. Et en quoi l'éolien en mer a transformé cette cité du nord-ouest de l'Angleterre ? Bon, Maf Smith de Renewable UK s'y connaît beaucoup mieux que moi. Je vais vous expliquer tout simplement que c'est une ville où il n'y avait pas grand-chose jusqu'il y a peu de temps. Une ville en déclin économiquement. Siemens Gamesa a investi, on a investi en total 310 millions de livres dans cette nouvelle usine qui a créé 3 000 d'emplois directs et indirects dans la ville. C'était l'investissement industriel dans n'importe quel secteur de l'économie britannique la plus importante depuis l'année 2003, lorsque Airbus a construit une nouvelle usine près de Liverpool. Donc un investissement très important pour l'économie britannique, et j'attends avec plaisir ce que tu vas nous expliquer de cela. Mais ça a été une grande transformation et ça s'est reflété dans l'enthousiasme, le soutien pour l'éolien et le renouvelable dans cette région. Et de la même manière, sur notre pays très impliqué dans l'éolien en mer et le Danemark, au niveau du port d'Iceberg, ça a été une grosse révolution, l'arrivée de l'éolien en mer pour ce port ? Oui,
Donc, je vous explique à tous. Le port d'Esbjerg, c'est le port le plus important de l'Europe pour le transport des équipements au fémurien. J'ai une photo du port. J'espère que Je nos pense que collègues techniciens vous pourront le montrer. Oui, c'est le prochain. Non, le prochain. Voici le port d'Esbjerg au sud-ouest de Jutland, au Danemark. Et ils ont investi des centaines de millions d'euros dans l'expansion du port. Et regardez l'espace énorme, si étalé qu'ils ont créé dans le port pour le stockage de tous ces pales, les tours, etc. Et ce sont les investissements qu'il faut faire dans les ports. Je tiens à constater avec plaisir que Port La Nouvelle a déjà investi 200 millions, est en train d'investir 200 millions pour l'expansion de leur propre installation. Il y a aussi le port de Brest Oui, qui fait de même en Bretagne. Absolument. Et ça crée de l'emploi. Mais c'est immense. Absolument. Ouais, ouais. Ça approvisionne, on imagine, au-delà du Danemark. Il y a beaucoup de ces turbines qui partent peut-être pour le Royaume-Uni ou Oui. c'est une plateforme, un hub de. Non, absolument, vous avez tout à fait raison. Ils font des exportations au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Oui, ouais. Très bien. Merci Giles pour ces informations. Alors, François Lambert, vous êtes délégué général du GICAN, délégué permanent au comité stratégique de filière des industriels de la mer. Alors là, tout dernièrement, il y a eu un comité stratégique de filière des nouveaux systèmes énergétiques qui a été signé. Hein. C'était le 29 mai, mercredi 29 mai. Vous, au niveau du GICAN, c'est un groupement, c'est un groupement des industries de construction et activités navales. Ça fédère plus de 180 industriels de la filière maritime française. Le comité stratégique de filière des industriels de la mer comprend, lui, 4 grandes composantes. L'industrie navale, l'oil and gas, les industries et services nautiques et, sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, les énergies marines renouvelables qui sont représentées par le syndicat des énergies renouvelables, Evolen, et donc le GICAN. Alors, avant de parler du comité stratégique de filière, que représentent concrètement les EMR pour le GICAN? Bien, merci de la question. Bonjour à tous. Que représentent les énergies marines pour le GICAN? En fait, je dirais 3 choses. D'abord, c'est une diversification. Il se trouve que ça a été des périodes quand même, les dernières décennies ont été des périodes de vaches maigres pour ce qui concerne la construction navale européenne. Et le premier mot qui me vient à l'idée, c'est la diversification. Très clairement, il y a un tournant qui a été pris dans les années, fin des années 90 et au cours des années 2000 par un certain nombre de chantiers pour s'engager dans le segment, dans le secteur énergétique et plus particulièrement dans le secteur des énergies marines. Virage qui avait été pris, puisque vous représentez les industries européennes, virage qui avait été pris dans d'autres pays. À tel point d'ailleurs qu'en Allemagne, il est compliqué de distinguer la construction navale de l'oil and gas, en termes d'emploi, en termes d'activité, de chiffre d'affaires. Le premier mot, c'est la diversification. Le deuxième mot est Boris Federowski, qui suit les sujets au GICAN, m'en voudrait si je ne le disais pas, c'est la normalisation. Parce que celui qui écrit la règle, c'est celui qui, finalement, demain, allait marcher. Et il est très important qu'au GICAN, comme au CER d'ailleurs, et je remercie le CER de s'impliquer à nos côtés sur ces sujets, et puis l'ensemble des entreprises qui sont membres du GICAN de travailler sur cette question, qu'on s'implique dans ce comité de normalisation AFNOR, puisque c'est comme ça, c'est à ce prix-là qu'on sera capable demain d'établir un certain nombre de règles. Et c'est de la prescription réglementaire qui est absolument indispensable à nos activités et qui, au passage, petite digression, mais on ne m'en voudra pas dans une ville comme Dunkerque de le dire, qui nous a manqué pour préserver un certain nombre de chantiers européens. Je pense évidemment au chantier de Dunkerque. Et puis le troisième mot, c'est un sujet qui a été abordé tout à l'heure sur l'ancrage territorial, c'est la territorialisation. C'est le fait qu'on parle des emplois, on parle du lien aux collectivités, du lien aux établissements publics. Je ne sais pas si Daniel Descott est toujours dans la salle. Moi, j'ai travaillé au port de Dunkerque à une époque.
Et l'image de ce port du Danemark, dont je serais incapable de reprononcer le nom, est assez édifiante, parce qu'en fait, on fait du conventionnel, on fait de l'industrie boraquet, et on recentre finalement l'économie maritime à l'intérieur d'un objet qu'on avait parfois oublié, comme finalement un objet de passage qui est le port. Et le port, c'est un opérateur économique, il est en train de redécouvrir son métier. On avait parlé en 2013 dans une stratégie de relance portuaire d'un architecte de solutions logistiques. Mais c'est lui qui abritera demain les entreprises qui existent déjà ou qui sont en cours de création, qui font, alors, dans le domaine de la construction navale, des études, des composantes, demain des opérations de maintenance, évidemment de la construction. Tout ça, ça doit se passer au cœur du port. Donc voilà ce que représentent aujourd'hui les énergies marines. Alors on a suspendu les travaux du comité énergie marine du GICAN, non pas parce qu'on s'y intéressait pas, mais parce qu'en fait on veut éviter que ce soit redondant pour les différents acteurs. Je pense que les gens qui sont dans la salle et qui sont familiers des syndicats professionnels ou des associations partagent le constat qu'il n'est pas la peine, pas nécessaire de répéter les mêmes choses dans différentes instances. Donc pour éviter de faire des redondances, on travaille en plein accord avec le CER, avec Alexandre Hoesch, avec Anne, avec Anne Georgelin, pour justement faire porter la logique des énergies marines aujourd'hui, quand elle arrive à maturité. Après un tel discours de François de Rugy, on ne peut que s'en féliciter, pour arriver à converger sur cette logique industrielle. Et bien évidemment, tout cela, Marie-Noëlle l'a rappelé tout à l'heure, sous l'égide du cluster maritime, puisqu'on est tous rassemblés dans cette dynamique-là, sous l'égide du cluster maritime, cette filière, je reviendrai sur le mot filière après, qui est un peu galvaudé, mais sous l'égide de cette organisation qu'est le cluster maritime et qui existe depuis plusieurs années et qui lance justement ces synergies entre les différentes fédérations et différentes entreprises existantes. Et le 29 octobre 2018, là, vous avez signé concrètement donc ce contrat de filière des industriels de la mer. Quels engagements y sont pris dans ce contrat de filière? Moi, j'ai rien signé du tout parce que je suis trop petit, mais on verra quand je serai grand. Mais les patrons des différentes fédérations, donc Jean-Louis Ball, le président du syndicat des énergies renouvelables, Hervé Guillou, le président du GICAN. Et du côté gouvernemental, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher qui faisait sa première sortie ce jour-là, et Elisabeth Borne, puisque le ministère des Transports est pleinement impliqué dans cette démarche. Et François de Rugy a indiqué à plusieurs reprises qu'il était d'accord pour s'impliquer aussi dans la démarche. En fait, on a 4 fédérations, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est important. Il y a évidemment le CER, hein, qui est au centre de ces enjeux. À la croisée des chemins, il y a aussi Evolen, il ne faut pas l'oublier, parce que Evolen, c'est l'ancien groupement des entreprises pétrolières. Je parlais tout à l'heure de l'évolution de l'oil and gas. Hein. C'est une structure qui a su se réformer pour se tourner aussi vers les énergies marines. Il y a le GICAN, hein, qui est le groupement des industries de construction navale. Vous avez compris pourquoi on s'intéressait aussi aux questions énergétiques. Je vais venir aux engagements, effectivement. Et puis un peu différent, mais qui est pleinement aussi dans ce volet manufacture du secteur maritime, industriel maritime, au sens français du terme, hein, parce que c'est pas du service, on est vraiment de la construction. Il y a le nautisme avec la Fédération des industries nautiques. Donc ce contrat de filière, en fait, effectivement, il a été signé le 29 octobre. Il y a 12 engagements qui s'entendent dans ce que tu disais, ce que vous dites tout à l'heure sur l'Observatoire des énergies de la mer, autour de quatre priorités. J'ai entendu parler d'emploi, j'ai entendu parler de recherche et développement, j'ai entendu parler de transformation numérique, en quelque sorte, et puis évidemment d'international. Donc on n'a rien inventé, on se place en fait sous la houlette d'une autre politique publique, qui n'est pas la politique publique maritime, mais on en guérit vite. Hein. C'est la politique publique industrielle. Hein. C'est le gouvernement qui a décidé de relancer ça en novembre 2017 et qui a demandé la constitution de différentes filières. Et donc on a constitué une filière, la filière des industriels de la mer. Elle s'est mise en place progressivement au cours de l'année 2018 avec cette signature. Et vous le disiez tout à l'heure également, il y a un lien avec d'autres filières industrielles. Alors pourquoi je disais que le terme filière était un peu galvaudé, c'est parce que si le gouvernement nous a demandé de nous inscrire dans une logique de filière,
Moi, j'aime bien garder le vocable filière pour quand je parle des industriels de la mer. Donc, je ne parle jamais de filière navale, comme je ne parle jamais de filière énergie, les énergies de la mer. Mais ne vous inquiétez pas, je me soigne. Le fait est que cette filière des industriels de la mer, elle va croiser les ambitions des nouveaux systèmes énergétiques. Et il s'agit pour nous d'arriver à travailler en lien avec la déléguée permanente qui s'appelle Aurélie Picard et sa présidente Isabelle Cocher, sur des ambitions communes. Alors, tout ça se met en place ou se remet en place. On n'est pas en train d'inventer quoi que ce soit, mais c'est justement le plus dur en fait. C'est qu'il y a eu des tentatives. Le ministre évoquait tout à l'heure les 8-9 ans. Je pense qu'on pourrait être plus généreux encore de travail sur ces questions et sur ces ambitions. Il ne s'agit pas uniquement de travailler sur une feuille blanche, il s'agit d'harmoniser des brouillons qui sont parfois très très avancés. Et charge à nous, dans cette logique industrielle, d'arriver à les harmoniser. Juste ce rapport entre donc celui qui vient d'être signé, le contrat stratégique de filière de nouveaux systèmes énergétiques, où il y a un volet éolien en mer, et celui que vous avez déjà signé le 29 octobre 2018, il se recoupe ou il se superpose? Il se recoupe de deux manières, à la fois par le biais d'une personne qui est présente ici, qui est Marc Lafosse, puisque Marc est le président du comité R&D de la filière. On a 4 comités autour des 4 ambitions que je vous citais tout à l'heure. Et donc très, très clairement, il a eu à cœur, dans la remontée des projets en matière de R&D, on a lancé un appel à projets innovants il y a quelques semaines, c'était en mars, les premiers résultats sont attendus pour la fin du mois de juin. Il a à cœur de promouvoir cet enjeu énergétique maritime qui n'aurait peut-être pas été, pensé de la même manière, ça n'a pas d'ailleurs été pensé de la même manière, à l'époque où on avait un autre dispositif que moi je connaissais de l'autre côté de la barrière, côté gouvernemental, qui s'appelait le CORICAN. Ce CORI-MER, avec le comité R&D de la filière, je pourrais préciser si vous le souhaitez son organisation, eh bien il a la vocation justement de faire remonter des projets de toute nature dans les différentes composantes de la filière. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, les énergies marines sont mentionnées dans le contrat de filière, puisqu'elles sont mentionnées au titre de l'Observatoire des énergies de la mer. Donc, j'avais d'autres chiffres en tête qui étaient plus anciens, mais qu'on actualisera dans le cadre de la refonte qui est à prévoir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Maf Smith, vous êtes le directeur général adjoint de Renewable UK. C'est une organisation qui milite pour le développement des énergies marines renouvelables au Royaume-Uni. Alors, vos domaines sont l'éolien terrestre, l'éolien en mer, mais aussi l'hydrolien et le houlomoteur. Deux technologies pour lesquelles vous avez relayé récemment la lettre de 91 députés britanniques adressée à Claire Perry pour la ministre de l'Énergie pour lui demander de prendre des mesures d'urgence pour l'hydrolien et le houlomoteur, de manière à ce que le Royaume-Uni garde sa place de leader sur ces technologies. Vous affichez un 400 membres au sein de Renewables UK et dans votre board sont représentés la plupart des industriels et de nombreux acteurs privés, donc des énergies renouvelables. Alors, Giles a un peu trahi la réponse à la première question. Donc, l'éolien en mer au Royaume-Uni, c'est 13 000 emplois et c'est quel volume d'activité, de chiffre d'affaires que représente la filière là-bas en termes de chiffre d'affaires? So, offshore wind is one of the UK's biggest infrastructure pipelines. So the UK government measures offshore wind as a program alongside telecommunications, oil and gas, railways. Last year we were the UK's 5th biggest infrastructure pipeline. Mm-hmm. The sector deal that the UK government and the industry have just signed has a value of approximately £40 billion. And that's to deliver 30 gigawatts of offshore wind by 2030, and is backed up by an auction program, contract for difference auctions of £557 million. The pound-euro value is changing at the moment, but broadly they're aligning. 80 so, million, maybe. Yeah. 80 million. So it's a significant industry for the UK. We are seeing investment in the supply chain as a result of that. Mm-hmm. Mixture of inward investment. So, for example, you've talked about the Siemens Gamesa plant in Hull, also MHI Vestas Offshore Wind investing in the Isle of Wight.
a number of other European fabrication companies coming in, and the UK being part of a European-wide industry very firmly. But equally, supply chain jobs coming at different scales. And we have targets to grow the number of jobs in the industry to 27,000 by 2030 on the back of that development. That we have currently 9 gigawatts offshore wind in operation, further approximately 2 in construction, but then the plan to, essentially we will double the pace of development to hit that 2030 target. And then for 2050, we wish to go up at least to 50 gigawatts of offshore wind. And that could now be more because the government is considering its response to Paris and becoming a net zero economy. And that could mean 50 to up to 75 gigawatts of offshore wind by 2050. So very significant pipeline of projects and investments. Comment vous assurez le suivi de ces objectifs? Comment vous voyez 27 000 emplois en 2030? Vous avez mis en place des indicateurs au Royaume-Uni ou Renewables UK surveille tout ça? Yes, so we monitor, so we run what's called the UK content methodology. We measure jobs. The industry has agreed a process for counting jobs that come through all the contracts, and we have a standard way of doing so. That is under review at the moment with the sector deal, but at the moment, lifetime, we have 48% UK content. All right. We have best UK content in the development and the operations. It is in the construction where we are lowest. That is approximately 21, 22%. So that is the area of government wishes us to focus on. That is in the construction and the manufacture. There is therefore a lot of discussion with the big OEMs and the larger developers as to how they are investing in the UK. So we run now a big skills program, which is about bringing in people from other industries, particularly in the UK from oil and gas. We are talking actively about oil and gas transition as we respond to climate change and how that future workforce may come in. And similarly to France, we have a growing interest in floating offshore wind. We have one floating offshore wind farm, the Hywind scheme in Scotland. We have the Kincardine scheme under construction, has one turbine now, the ex-Principal Power platform from Portugal, and a further 6 to be developed. And there's interest in future rounds of that. And of course, as you've said at the start, there is interest in wave and tidal in our country. We do not yet, though, have the mechanism, the auction result, that would drive through those innovative technologies like floating or like wave and tidal. C'est le problème des contrats pour la différence au Royaume-Uni. C'est pas ciblé sur une technologie. C'est open. Toutes les technologies sont au même niveau. Et comment faire donc justement pour être sûr que l'éolien flottant va bien se développer au Royaume-Uni quand il doit être en compétition avec de l'éolien offshore posé qui est à cinquantaine de livres, 57, quelque chose comme ça. Comment Yes, but the debate is for offshore wind, fixed offshore wind, it's a low-cost technology, of course. We have an auction process live now, which will conclude later in the summer. The last auction we ran prices of £57.50 per megawatt hour. We will see what the next one is, but all commentators expect that to be much lower and in line with other offshore wind auctions in the rest of Europe. So the 557 million that government has provided is to allow companies to develop what is a very capitally intensive industry, but it's not a subsidy anymore. So therefore, there is potential funding to support innovation, and the UK government wants to understand if it were to support wave and tidal floating, what the economic benefits of doing that would be. But of course, if we wish to have 50 gigawatts offshore wind by 2050, we need to look at all sites, not just the nearshore fixed. UK is blessed with much shallow water, but we still have to go further out. And so there will be a role for floating in the UK in the longer term too.
surtout la Cornouaille et l'Écosse se prêtent au développement de l'éolien flottant. C'est là que se situe votre potentiel? Yes. Yes, and we've talked about the jobs. There are clusters of expertise developing around the UK coastline, and Scotland in particular has significant experience in Aberdeen around oil and gas, and clearly there are synergies between oil and gas and floating, similar production, cabling, anchor handling. So some of our members from Aberdeen, they're most interested in floating, and the Scottish government wants to understand how it can fast-track floating. L'oil and gas britannique pourrait être intéressé sur un projet comme Hywind Tampen? Ouais. Yes, there is a project run by the UK government looking at the Hywind Tampen model of taking floating offshore platforms and using it to power oil and gas platforms. But the longer term aspiration, it's still only an idea, but the longer term aspiration is being looked at is whether after the oil and gas fields are stopped, either they're depleted or we don't use the oil, that you have infrastructure that can be used for hydrogen or other generation. And we see, of course, some of the big oil and gas majors, Total here earlier, but Shell, BP, others, in Equinor, very big in offshore wind. In different ways, they're all trying to work out that future for themselves. And many of the oil majors see offshore wind as a critical part of that because they understand it because it's scale, it's big, and it produces large amounts of power. And of course, governments like that because they need large amounts of power at low cost. Thank you. François Lambert, petite réaction. Donc ils ont signé, les Britanniques ont signé un contrat stratégique de filière avec des objectifs très ambitieux, 30% de l'électricité qui doit provenir de l'éolien en mer en 2030, 27 000 emplois, une part du contenu local qui doit passer à 60%. C'est des objectifs qui doivent vous faire rêver ou vous tenter peut-être en France? Oui, bah c'est profondément inspirant. C'est même en fait un plaidoyer pour ce que devrait être une véritable politique maritime en France. Alors ça dépasse un peu mon rôle de délégué général du GICAN, mais j'ai pas de peine à le dire aujourd'hui, parce que je pense que vraiment cette vision-là, je ne sais pas si elle s'inscrit complètement dans la stratégie maritime du Royaume-Uni, puisqu'il y a une stratégie qui a été établie il y a quelques mois, mais très clairement, c'est quelque chose qui devrait être plus harmonisé à l'échelle de notre pays. On a un pays voisin qui fait un choix mûr, clair, autour d'objectifs très ambitieux. On avait la semaine dernière la Blue Week à Paris. On a accueilli Marin, qui est un peu l'équivalent de l'Ifremer aux Pays-Bas, qui a fait cette Blue Week à Paris pour la première fois, je crois. Et c'était au lendemain des élections européennes. Le seul sujet qui était dans les esprits sur la première matinée, c'était la prise en compte d'une partie du résultat des élections européennes dans les choix qui sont à faire en matière de politique énergétique, et plus loin que ça, puisque c'était le domaine qui était ciblé, dans la politique industrielle maritime. Donc oui, c'est des ambitions qui font rêver. J'espère qu'elles s'inscriront, enfin qu'elles seront inspirées. En tout cas, nous, on saura le rappeler avec le benchmark que vous nous permettez de faire par ce débat et par ce regard croisé. Mais elles doivent pouvoir s'inscrire dans des contrats de filière qui sauront faire autre chose que de traîner sur l'armoire d'un placard, mais qui orienteront des choix industriels. Et je crois que c'est toute la logique du Conseil national de l'industrie aujourd'hui. Il y a le Conseil national de l'industrie, il y a quelques années, était encore complètement à la main de certains ministères. Aujourd'hui, ce sont les industriels, ce sont les patrons de fédération qui doivent être entendus et les chefs d'entreprise qui doivent être entendus sur ces choix à faire. Encore faut-il qu'on passe le cap d'un certain nombre de problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Je n'ai pas développé tout à l'heure sur l'emploi,
mais je vais en profiter juste pour le dire. On a aujourd'hui une vraie problématique au regard de l'ambition que vous portez. Moi, j'aimerais bien qu'on ait ces chiffres-là, mais avant ça, il faut être assez pragmatique. On a une vraie difficulté sur l'emploi industriel en France, et pas uniquement maritime, mais sur l'emploi industriel. Et on a un manque effarant de soudeurs, de chaudronniers, de tuyauteurs, d'emménageurs, d'intégrateurs projeteurs, de mécaniciens, de mécatroniciens, etc. Autant de besoins qu'on a dans la construction navale, pas forcément aussi ciblés, mais qui existent aussi dans ce qui sera le futur des énergies marines. Et il faut arriver à le résoudre. Je parle de ça, je pourrais aussi parler du travail détaché. C'est un petit peu loin de la question que vous me posez, mais on ne peut pas continuer à envisager une politique maritime industrielle de bon niveau si on n'a pas une réponse appropriée sur cette question du travail détaché. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui entre la prise en compte d'un certain nombre de commandes, ces ambitions qui sont très fortes, et j'espère, vous avez raison de nous dire que c'est inspirant, que ça va se réaliser, qu'on aura une PPE encore plus ambitieuse. Et le ministre l'a dit, il était très clair, il a dit que ça pouvait être revu à la hausse au regard des tarifs qui seront proposés. Donc la PPE peut être encore plus ambitieuse, mais il nous faudra résoudre l'équation de l'emploi. Et cette équation, elle est très très compliquée à résoudre, et on a besoin de l'ensemble des industriels pour arriver à promouvoir l'idée de ces carrières. Et dans le pas de temps, eh bien, il nous faut compenser cette difficulté d'emploi avec ce qui s'appelle le travail détaché, qui n'est pas un tabou, qui n'est pas honteux, mais qui ne peut pas continuer à faire l'objet d'attaques aussi lourdes pour ce qui concerne les industriels. C'est une vraie problématique qu'on a aujourd'hui dans le domaine de la construction navale. Je me permets de faire cette digression parce que la tribune m'offre la possibilité de le faire, mais on a une vraie difficulté sur cet enjeu-là. Matt Smith, justement, c'est très intéressant ce sujet. Comment vous avez répondu à cette problématique de l'emploi? On imagine que vous aussi, vous avez peut-être trouvé confronté à un manque de soudeurs, de chaudronniers, de choses comme ça. Vous avez recours à ce travail détaché. Quelle a été la réponse au Royaume-Uni pour l'emploi, pour faire monter le volume d'emploi? Okay, they stopped translating for me, but I think you asked me about the skills. So that we haven't solved that problem yet either. And the UK, part of the sector deal is about how the UK companies are going to better work together with governments to help to solve the skills gaps. We have big skills gaps. We have the demand for local jobs, of course, and politicians get frustrated when they think that contracts are going to companies who bring the work in without investing. Not necessarily local companies, but they don't invest in local areas. And part of that is skills gaps, that those jobs aren't necessarily there. So we have what is called clusters approach, which is trying to invest in places. So, for example, in Grimsby, on the Humber, where I grew up, so I see a real example of an investment in a community which has struggled. You see the developers, the site owners, trying to work together now on skills, investing in the local colleges, putting in place measures. So you talked to schools earlier about job opportunities, and looking at the qualifications needed more carefully, particularly so it's easier for people to move from an existing industry, say in the UK, oil and gas, the motor industry, other fabrication, into offshore wind. And we don't have to train people from ground zero, but they can start from where they are and then learn the specific issues they need. So yeah, we have not solved this, but it's a big challenge that we've got to get it right if we're going to grow that industry. Okay, thank you. Giles Dixon, vous voyez cette révolution de l'éolien en mer quand vous sillonnez l'Europe, à l'image de ce que vient nous raconter Matt Smith pour le Royaume-Uni. Il y a des choses qui se créent, de l'emploi qui se crée comme ça, des choses qui se créent un peu partout autour de l'éolien en mer. Ah oui, bien sûr. Je voudrais vous montrer une carte de l'Europe, si nos amis techniciens vont nous obliger. J'ai une carte qui vous montre toute la chaîne d'approvisionnement du secteur éolien en Europe. C'est pas celui-ci, le prochain, celui-ci. C'est quoi donc? Donc,
chaque cercle que vous voyez sur cette carte, c'est une usine qui fabrique quelque chose qui forme partie de notre chaîne d'approvisionnement dans toute la chaîne de valeur ajoutée dans l'éolien onshore terrestre et offshore. Et vous voyez trois choses. Tout d'abord, c'est une chaîne d'approvisionnement assez côtier. Deuxièmement, c'est assez étalé. Tous les pays ont quelque chose, même les pays qui n'ont pas beaucoup de fermes éoliennes. Troisièmement, en ce qui concerne l'offshore, c'est une chaîne d'approvisionnement assez locale. Les nacelles, les pales pour les fermes offshore, on a la tendance de les fabriquer assez proches au marché. En même temps, en ce qui concerne la partie offshore de cette chaîne d'approvisionnement, il y a un haut niveau de spécialisation. Donc, il y a la localisation et la spécialisation. Par exemple, plus de la moitié des fondations et les grues sont fabriquées en Pologne, qui jusqu'ici n'a toujours pas une ferme éolienne offshore. Les Espagnols se spécialisent pour les tours et les navires. Bon, nous avons atteint ce haut niveau de localisation et spécialisation d'une manière tout à fait bottom-up. Dans la plupart des pays, il n'existe pas les règles de contenu local. En Allemagne, Pays-Bas, Danemark, la Belgique, n'existe absolument pas. Rien sur le contenu local. Mais ce sens et cette réalité d'une chaîne d'approvisionnement locale s'est développée d'une manière bottom-up. On n'a pas dû l'imposer d'une manière top-down. Jusqu'ici, il n'y a qu'un seul pays en Europe, et vous le connaissez tous très bien, qui essaie de le faire d'une manière top-down. Et bon, vous savez combien de fermes éoliennes offshore vous avez. Je ne dis plus rien. Donc, nous reconnaissons la tentation des hommes politiques d'essayer d'imposer les règles sur le contenu local, mais la réalité, c'est que si vous voulez, comme pays, avoir les bas coûts de l'éolien offshore et le contenu local, la meilleure façon d'atteindre les deux choses en même temps, c'est de laisser fonctionner le marché d'une manière bottom-up. Merci Giles pour ce message que vous aviez porté aux États-Unis, à Boston, je crois, lors d'une de vos interventions, comme quoi c'était le marché qui faisait du bottom-up, c'est ça qui créait en fait l'activité, qu'il ne fallait pas l'imposer top-down. Je peux ajouter quelque chose? Je vous en prie. Oui, parce que vous m'avez critiqué récemment. Non, pas moi. Pour ce que j'avais dit à Boston. Oui, et c'est vrai que bon, j'ai dit là-bas la même chose que je viens de vous dire sur l'attente que vous avez fait ici en France d'établir un système de contenu local. Et parfois, nous, chez Wind Europe, nous avons critiqué la France pour être, disons, l'élève le moins performant de la classe en Europe en ce qui concerne le développement de l'éolien offshore. Il me semble, ayant entendu Monsieur le ministre il y a une heure, il nous semble, ayant aperçu que vous êtes le seul pays de l'Europe qui a inclus des volumes sur le flottant dans votre PPE. Oui, dans la PPE, oui, oui, que la France n'est plus l'élève le moins performant de l'éolien offshore en Europe. Non, l'élève le moins performant aujourd'hui pour le offshore, et c'est un grand souci pour nous, ce sont vos cousins allemands. L'Allemagne a perdu 10 000 d'emplois. Vous avez parlé des 5 000 emplois que vous avez perdus ici. 500 emplois que vous avez perdus en France dans le secteur offshore. Mais les Allemands ont perdu 10 000 d'emplois dans tout le secteur éolien parmi les fabricants dans les derniers 2 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de visibilité dans le marché. Le gouvernement n'a pas réussi à offrir la visibilité nécessaire pour l'industrie pour
pour aider les investissements, pour animer les investissements. Et c'était très bien lorsque nous avons entendu dire auprès de Monsieur le ministre l'importance de la visibilité. C'est important ça. Même seulement dans le secteur offshore, en Allemagne, dans la ville de Bremen, Bremerhaven, dans les derniers 2 ans, ils ont perdu 4000 emplois dans le offshore. Et vous prenez un bateau sur la rivière Weser, et vous voyez les usines fermées, qui jusqu'il y a 2 ans fabriquaient les choses pour les fermes éoliennes offshore. Et c'est parce que le gouvernement allemand a oublié l'importance d'offrir la visibilité sur les volumes, sur le calendrier des enchères, etc. Et ça, c'est l'effet quand vous faites ça. Mais ce qui prouve bien que ce n'est pas le marché qui régule tout. C'est aussi la commande publique. En ce qui concerne les volumes et la taille du marché, oui. Marie-Noëlle Tinedièvre, pardon, vous vouliez rajouter un mot sur la carte que nous avons vue, c'est Non, ça? non, pas sur la carte. En fait, c'était pour revenir aussi sur moi, un élément qui est important et sur lequel le cluster se mobilise, c'est aussi l'emploi, l'attractivité des formations et de l'emploi. Parce que globalement, nous, ça fait des années que je dirais que on développe l'économie maritime et le constat, c'est qu'en fait, il y a une méconnaissance de l'économie maritime et donc des métiers de l'économie maritime et donc de toutes les filières dont on parle. La filière d'aval qui souffre énormément, comme l'a dit François Lambert. On manque de soudeurs, on manque de chaudronniers, voilà, c'est très important. La filière EMR, effectivement, il y a eu, donc on a vu ces derniers temps, et là je veux saluer toutes les écoles, les universités, effectivement, qui maintenant proposent des formations diplômantes d'ingénieurs pour aller, je dirais, pour être embauchés dans la filière EMR. Il y a une volonté des acteurs de se mobiliser pour faire mieux connaître aussi tous ces emplois. Alors, ces formations, mais ces emplois. Quand on parle des 15 000 emplois, le potentiel qu'on peut créer en France, il faut penser aussi, ça veut dire que ce sont les jeunes là, qui sont dans les écoles, ou les futurs bacheliers qui vont vouloir aussi, il faut les faire connaître ces métiers. Sinon, effectivement, on va avoir aussi un souci quand on va installer les champs d'éoliennes en mer. Donc, il faut faire aussi connaître tous ces métiers. Donc, c'est aussi un des sujets vraiment aussi pour nous importants, majeurs au cluster, c'est faire connaître les formations, les métiers. Il y a pour cela notamment la semaine de l'emploi du maritime qui se tient maintenant tous les ans. C'est la 3e année qui s'est tenue en mars sur tout le littoral, notamment avec des Pôle emploi, avec l'AFPA, avec les grands industriels aussi. Donc c'est un sujet pour nous important et sur lequel on se mobilise et on essaye aussi d'attirer aussi l'attention des pouvoirs publics en disant on a besoin aussi de votre aide et de l'éducation nationale. Donc on œuvre beaucoup aussi pour maritimiser les esprits, faire connaître cette économie maritime auprès des jeunes. Et puis il y a aussi le sujet formation, c'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure je parlais des filières travaux maritimes et portuaires, je pense aussi même à la filière de la pêche. Vous avez beaucoup de compétences dans ces filières. Ces compétences peuvent se transporter dans la filière EMR. Donc, tous ces sujets sont importants et c'est des sujets sur lesquels effectivement on travaille avec tous les industriels et tous les fédérations, les associations. Donc, je tenais à le dire parce qu'effectivement, voilà, on se prépare à l'avenir, mais il y a encore des efforts à faire. Et un dernier sujet pour dire aussi, puisque je suis présidente d'un réseau de cadres et dirigeants du secteur maritime, qui est la place pour les femmes dans ce secteur. Et un élément que je n'ai pas donné dans les chiffres, c'est qu'en fait, il y a eu certes une baisse d'emplois, parce que ce sont des emplois dans la production. Mais en fait, il y a beaucoup d'emplois dans l'ingénierie. Et même s'il n'y a pas encore suffisamment de femmes ingénieurs, il y en a quand même 29% qui sont représentées dans la filière EMR. Donc voilà, c'était un appel aussi pour dire aux jeunes filles qui peuvent... alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais s'il y a des journalistes, en tout cas, c'est d'envoyer un message en disant à nos jeunes garçons, mais jeunes filles aussi, venez dans ces filières parce qu'effectivement, ce sont des métiers accessibles aux jeunes filles et qu'on a besoin des talents de ces jeunes filles. Mais le contrat stratégique de filière au Royaume-Uni comprend une part de féminisation. Donc, c'est un tiers de femmes dans la filière en 2030. Vous avez inscrit cet objectif aussi dans le contrat de filière. Yes, that's correct. And the industry is still working through how it will achieve that. So it's something that the industry knows is important,
we need to look at diversity in its wider sense. So that's primarily gender in that the industry is a male industry, particularly when you look at the technical skills, the operators, some of the construction work, and we need to think about how to manage that. That is partly an economic societal problem, what people choose to do in school, how they choose to train, what subjects they choose to take at university. We have polarized choices between what young men, young women choose in the UK, and that needs to be looked at by government, by schools, by education, etc. But industry needs to play a role by creating a vision, as you say, of what are these future jobs? What is this opportunity? Offshore wind, we have an opportunity because people want valuable jobs in that they give meaning to their lives in terms of a stable career and something that is worthwhile to do. And we provide that. And we provide it in locations around the coastline which have often struggled in terms of keeping up with the modern 21st century economy. That is certainly why the UK government cares about offshore wind, because they know we can do that and other industries can't. But we need to do that in a way that isn't just giving jobs for boys. It's about jobs for girls, it's about jobs for minorities, it's about jobs for a whole range of different groups and different class levels. So it's a genuine issue that the industry's taken on in the UK, and we have to now solve with government. Ok. Juste un dernier point, parce que je vois l'heure qui tourne, c'est sur l'export. Non, ne quittez pas votre micro, Matt Smith. Non, la question vous est adressée. Il y a un dernier volet dans le contrat stratégique de filière, ce sont les objectifs à l'export. Et là, c'est marqué noir sur blanc. 2,6 milliards de livres sterling d'ici 2030, à peu près 3 milliards d'euros. Votre stratégie, il y a une stratégie particulière. J'ai vu que vous allez développer dans certains pays, le Vietnam, en Inde, il y a des choses comme ça, mais la stratégie d'ensemble pour arriver à ces résultats au niveau de l'export. So we have different ways of doing that. So the primary way is that we are setting up in the UK a program called the Offshore Wind Growth Partnership, which is a £250 million project funded by industry with some matched funding from government, which will go into supply chain development, supporting UK companies build up their offshore wind presence. That's partly about getting them into the UK market and then also helping them export. At Renewable UK, we have an active supply chain program. We help UK businesses go abroad. So going to with Giles, I was in New York recently taking UK companies to talk to American developers and operators. We go to take companies to China. We come to Giles' shows, take companies to meet the rest of Europe. So it is an active part of what we and the UK government do. At the end of this month in London, we have our offshore wind show, Global Offshore Wind. We will have 40 countries at that show, including countries new to offshore wind, like Brazil, Argentina, Indonesia, Mexico, India, coming to learn about offshore wind and learn from the rest of Europe. So the UK sees itself, if you like, in that melting pot of being a large offshore wind market. It can help countries, but the UK has to sort of work hard to get them abroad. Thank you, François Lambert, justement sur cette question de l'export. La France, elle a pris énormément de retard sur l'éolien en mer posé. Est-ce que demain, la France peut encore jouer sa carte à l'export, ou l'éolien en mer posé, il faut l'oublier, et puis basculons sur l'éolien flottant? Ah non, je pense que justement les chiffres de l'Observatoire des énergies marines étaient assez révélateurs là-dessus. C'est pas parce qu'on n'est pas prophète en son pays qu'il ne faut pas s'exporter. D'ailleurs, il y a très peu. Je fais une analogie avec le secteur de la croisière. Il n'y a plus d'armateurs en croisière en France, à l'exception de Ponant. Bon, il n'y a plus les grandes compagnies des années 60, 50, 60, 70. Et pourtant, on vend à 95% à l'export. Alors, est-ce qu'il faut que cette part baisse tendanciellement pour favoriser l'usage? Je ne sais pas. On verra sur la croisière l'évolution. Sur ce qui est des énergies marines, très clairement, il faut poursuivre le travail à l'export. Ça n'empêche pas que cette part tendanciellement baissera, puisque avec les objectifs ambitieux du gouvernement
et inspiré par des pays voisins, eh bien on arrivera à un équilibre un peu plus fort. Dans le contrat de filière, le contrat stratégique de filière, on a quelques objectifs sur l'export, avec des pays ciblés sur lesquels on a partagé. Alors c'est toujours un peu difficile parce qu'en fait c'est des pays sur lesquels, ou des zones sur lesquelles il faudrait que l'industrie navale, l'oil and gas, l'industrie nautique et les énergies marines se retrouvent. Donc c'est compliqué. Là, j'ai une zone en tête qui était l'Asie du Sud-Est, sur laquelle était très impliqué l'ancien fédérateur Jean Ballandras pour Accuro Énergie. Voilà, c'est quelques exemples qu'on peut avoir. Après, j'aimerais juste dire une chose sur l'export, c'est ce qui est très important et ce qu'on a voulu faire ressortir dans le contrat de filière, c'est la capacité qu'on a en tant qu'organisation professionnelle à bien fédérer les ambitions des différentes entreprises. Il n'y a rien de pire que d'avoir 3 ou 4 manifestations qui se succèdent dans, dans des pays différents. Là encore, je prends l'exemple de l'Australie. J'ai vu Jean-François Sabella dans la salle, qui est membre la société était membre, Jean-François Davio et Sabella étaient membres toujours membre, pardon, je vais y arriver, d'un programme dédié avec Business France. Le contrat sous-marin australien a amené, à partir du printemps 2016, un intérêt fort pour le secteur maritime, industriel maritime en Australie, pour le secteur industriel maritime français. Donc les entreprises françaises ont voulu y aller, et pas uniquement dans le domaine du naval de défense. Et c'est-à-dire qu'on a fait un petit peu de la filière sans savoir qu'on en faisait. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Sauf qu'il faut qu'on soit ordonné. C'est-à-dire qu'il faut que dans les missions qu'on a à mener, on soit capable de faire un listing. Le CER est extrêmement dynamique en la matière. Je ne sais pas s'il est présent, mais j'ai rencontré leur délégué en charge, Cyril Carabeau, et j'ai trouvé que c'était des initiatives très dynamiques dont on doit pouvoir s'inspirer. Au GICAN, on a essayé de faire un peu la même chose. Et il faut qu'on puisse avoir un programme de travail sur l'année pour permettre aux entreprises d'aller dans les différents salons, les différents séminaires. Si on peut également, c'est au cœur du contrat de filière, profiter du crédit impôt recherche pour permettre à toutes les entreprises de le faire, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les grandes entreprises qui le fassent. Et puis ordonner tout ça, hein, parce que nos interlocuteurs, ils ne comprennent pas forcément notre mode de fonctionnement, et ça se fait en très bonne intelligence. Il y a une représentante de la région Bretagne, Gaëlle de Saoud, qui est présente. Ça se fait en bonne intelligence avec les collectivités. Ça se fait évidemment en bonne intelligence avec les pôles de compétitivité qui sont experts en la matière. Et il faut absolument travailler à ce sujet. Et je crois que c'est un des objectifs qui est au cœur du contrat de filière. Mais évidemment, la priorité dans les années à venir, et on l'a compris avec la belle déclaration du ministre, c'est le marché intérieur, puisqu'il faut rééquilibrer tout ça. Merci beaucoup à vous quatre. Je pense qu'on peut applaudir tous nos intervenants. Merci énormément.